En plein repas de Thanksgiving, mon frère a annoncé fièrement que nos parents lui cédaient l'entreprise familiale et que je n'obtenais rien. J'ai bu une gorgée de vin, j'ai regardé mon père et j'ai demandé, je leur dis maintenant, où tu t'en charges? Mon frère s'est levé à Noël, a annoncé que mes parents lui donnaient l'entreprise familiale, et que moi, je n'avais rien. Alors, j'ai pris une gorgée de vin, j'ai regardé mon père et j'ai dit, je leur dis maintenant, où tu t'en charges? Mon frère, Étienne, s'est levé au dîner de Noël, sa coupe de champagne levée comme un sceptre, et a annoncé aux 37 membres de notre famille élargie, maman et papa ont officiellement décidé de me céder l'entreprise. La petite sœur n'aura rien. La pièce a éclaté en applaudissements. Des tantes que je n'avais pas vues depuis des années ont levé leur verre. Des oncles ont sifflé et acclamé. Des cousins ont applaudi comme s'ils assistaient à un moment historique. Ma mère s'est tamponné les yeux avec une serviette en tissu, submergée par la fierté. Mon père était assis au bout de la table, arborant l'expression satisfaite d'un homme qui croyait avoir assuré son héritage. Et Étienne, le fils prodige, le premier-né, l'héritier présomptif préparé pour ce moment depuis ses 12 ans, se tenait là comme un roi recevant sa couronne, ce sourire suffisant plaqué sur son visage alors qu'il se délectait de l'adoration. Je n'ai pas applaudi. J'ai posé mon verre de vin lentement, délibérément, laissant la base en cristal teinté contre la table en acajou que mon grand-père avait fabriquée de ses propres mains il y a 60 ans. Puis j'ai regardé droit vers mon père. « Papa » ai-je dit, ma voix tranchant les applaudissements comme un scalpel. Je leur dis maintenant, où tu t'en charges? Le silence s'est fait dans la pièce. Pas progressivement, instantanément, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet de la réalité. La fourchette de mon père a heurté son assiette avec un bruit qui a semblé résonner sur les murs. Le visage d'Étienne est passé par la confusion, l'agacement, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Nous dire quoi, Chloé? Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à dire? J'ai fouillé dans mon sac, le sac en bandoulière en cuir que j'avais apporté dans cette maison, comme si de rien n'était, comme s'il ne contenait pas les codes nucléaires de tout ce qu'ils avaient construit, et j'en ai sorti une enveloppe Kraft. Ouvre-la. Ma famille avait commencé à m'effacer de son histoire depuis mes 12 ans. C'était l'année de la mort de Papy Gauthier, l'année où mon père nous a réunis dans le salon de cette même maison, nous a fait asseoir sur ces mêmes meubles, et a annoncé qu'Étienne hériterait des solutions industrielles Dubois à sa majorité. C'est ainsi que les choses doivent être, avait dit papa, son ton suggérant qu'il s'agissait d'une loi naturelle plutôt que d'un choix. Cette entreprise reste aux mains des hommes de la famille. C'est ce que grand-père aurait voulu. Je me souviens avoir regardé le portrait de mon grand-père sur le mur, le visage sévère, les yeux bienveillants, l'homme qui m'avait appris à lire les états financiers à l'âge de 9 ans, et d'avoir su au plus profond de moi que papa mentait. Papy n'avait jamais rien dit de tel. Il avait passé des heures avec moi dans son bureau, me montrant comment l'entreprise fonctionnait, me racontant des histoires sur la façon dont il l'avait bâtie à partir de rien. Mais j'avais 12 ans. Que pouvais-je dire? J'ai demandé, et moi? Papa a ri. A littéralement ri comme si j'avais raconté une blague. Ma chérie, tu vas grandir, te marier, avoir ta propre vie. Ton frère est l'héritage. Tu seras la femme de quelqu'un un jour. C'est un héritage suffisant. À partir de ce jour, je suis devenu invisible. Étienne était envoyé à des camps de leadership chaque été, à des séminaires d'affaires pendant les vacances scolaires, à des concours d'entrepreneuriat où il présentait des idées qui étaient en fait les miennes, reformulées avec sa voix. Moi, j'avais droit à du classement non rémunéré dans l'entreprise, et une tape sur la tête quand je posais des questions. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai passé 3 semaines à créer une proposition complète de réduction des coûts pour l'atelier de fabrication. Papy m'avait appris les bases de l'efficacité opérationnelle avant de mourir. Comment identifier le gaspillage, comment rationaliser les processus, comment lire les chiffres qui racontaient la véritable histoire d'une entreprise. J'ai développé tout ce qu'il m'avait montré, fait les calculs, créé des diapositives de présentation. Je l'ai remis à mon père, en espérant, stupidement, naïvement, en espérant que ce serait peut-être la chose qui lui ferait enfin me voir. Il ne l'a même pas lu. Il a feuilleté les pages sans regarder le contenu, puis a tendu le dossier entier à Étienne. Présente ça à la réunion du conseil d'administration la semaine prochaine. Un bon entraînement pour quand tu dirigeras les choses. Étienne l'a fait, mot pour mot. Il ne comprenait pas la moitié de ce qu'il disait. Lorsqu'un membre du conseil a posé une question de suivi sur les tableaux d'amortissement, il est resté bouche bée jusqu'à ce que papa intervienne avec une réponse. Tout le monde l'a applaudi quand même.
Cette nuit-là, j'ai pleuré dans ma chambre pendant 3 heures. Puis, j'ai pris une décision. S'ils ne voulaient pas me donner une place à la table, je construirais ma propre table, et un jour, j'achèterais la leur. J'ai quitté la maison à 18 ans avec une bourse complète pour HEC, 3 petits boulots pour couvrir mes frais de subsistance, et absolument aucun soutien de ma famille. Personne n'est venu à ma remise de diplôme du lycée. Personne ne m'a aidé à m'installer dans ma chambre d'étudiante. Personne n'a appelé pour vérifier si j'étais bien arrivé. La seule reconnaissance que j'ai reçue a été un SMS de ma mère, « Bonne chance, ma chérie. Appelle quand tu seras installé. » Je n'ai jamais appelé. Ils ne l'ont jamais remarqué. J'ai obtenu mon diplôme de HEC avec la mention summa cum laude et une spécialisation en finance. J'ai été recruté par Moreau et Associés, l'un des meilleurs cabinets de conseil en fusion et acquisition de la défense. J'ai commencé comme analyste, gagnant 87 000 € par an, ce qui me semblait une fortune pour quelqu'un qui avait survécu grâce à des nouilles instantanées et à sa détermination. Personne n'est venu non plus à ma remise de diplôme universitaire. Mais à ce moment-là, je n'avais plus besoin d'eux. Mon travail consistait à trouver des entreprises sous-évaluées avant que quiconque ne remarque les fissures, à analyser les bilans, à identifier les actifs en difficulté, à repérer le moment où une entreprise passait de en difficulté à sauvable. J'étais doué pour ça, très doué. À 28 ans, j'étais associé senior. À 31 ans, j'étais directrice avec une équipe de 12 analystes sous mes ordres. Et puis, il y a 3 ans, j'ai vu un nom familier sur la liste des cibles d'acquisition d'un client. Solutions industrielles Dubois, l'entreprise de ma famille, répertoriée comme une opportunité de vente potentielle, en difficulté, en déclin, vulnérable. Le rapport était brutal. Chiffre d'affaires en baisse de 34% sur 5 ans, part de marché s'effondrant au profit des concurrents, un ratio d'endettement qui a fait grimacer notre équipe d'évaluation des risques. L'entreprise que mon grand-père avait bâtie à partir de rien, l'entreprise que mon père avait si désespérément voulu transmettre à son fils, était en train de mourir, et personne ne me l'avait dit. J'ai appelé mon père ce soir-là, j'ai demandé ce qui se passait avec l'entreprise. Sa réponse a été immédiate et dédaigneuse. Ce sont des affaires d'hommes, Chloé. Tu ne comprendrais pas les complexités impliquées. J'ai envoyé un SMS à Étienne. Sa réponse est arrivée 12 heures plus tard. Lol. Reste à ta place, petite sœur. On gère la situation. Il ne gérait rien du tout. Je pouvais le voir clairement dans les chiffres. Mais plus important encore, je pouvais voir autre chose dans ces documents. Quelque chose qui a tout changé. Papy n'avait jamais consolidé la propriété de l'entreprise. À sa mort, ses actions avaient été distribuées selon son testament, mais pas toutes à mon père. Comme tout le monde le supposait, des actions étaient allées à des employés à la retraite qui avaient aidé à bâtir l'entreprise, à d'anciens partenaires qui avaient investi au début, à des cousins éloignés qui avaient prêté de l'argent pendant les périodes difficiles, à une fiducie caritative que Papy avait établie pour les enfants des ouvriers de l'usine. Mon père ne contrôlait que 31% des solutions industrielles Dubois. Il agissait comme s'il possédait l'entreprise purement et simplement, mais ce n'était pas le cas. Loin de là. Et soudain, j'ai eu un plan. Le premier appel que j'ai passé a été à Valérie Perrin, une avocate d'affaires chez Gide Loirette Nouel avec 23 ans d'expérience dans les acquisitions hostiles et les litiges entre actionnaires. Est-ce légal, lui ai-je demandé après avoir expliqué ce que je voulais faire. Acquérir des actions d'une société non cotée auprès de vendeurs consentants? Absolument légal. La question est de savoir si vous pouvez convaincre suffisamment d'actionnaires de vendre. Quel pourcentage me faudrait-il pour obtenir une participation majoritaire? 50% plus une action. Cela vous donne l'autorité légale de nommer et de révoquer le PDG, d'approuver les décisions commerciales majeures et, essentiellement, de diriger l'entreprise comme bon vous semble. Et ma famille ne pourrait pas m'en empêcher. Valérie a fait une pause. Je pouvais l'entendre réfléchir aux implications. Si vous acquérez une participation majoritaire par le biais de transactions légitimes avec des vendeurs consentants, ils ne pourront rien faire. Ils pourraient essayer de contester des ventes individuelles, invoquer une sorte d'influence abusive, mais si tout est correctement documenté et notarié, ils perdraient. Bien. J'ai besoin que vous rédigiez des accords d'acquisition, des conditions standards, une juste valeur marchande basée sur les performances actuelles de l'entreprise. Ce qui, compte tenu de leurs finances, ne sera pas très élevé, a noté Valérie. Non, en effet.
Le premier actionnaire que j'ai contacté était Henri Lemoine, un ingénieur à la retraite qui avait travaillé chez Dubois Industriel pendant 37 ans. Il possédait 4,2% des actions de la société que Papy lui avait donnée en prime de départ en 1987. Henri avait 83 ans et vivait dans une maison de retraite en Normandie. Sa fille a aidé à organiser l'appel. Monsieur Lemoine. Je m'appelle Chloé Dubois. Gauthier Dubois était mon grand-père. La petite Chloé? Sa voix crépitait au téléphone, mais je pouvais entendre la chaleur qui s'en dégageait. Je me souviens de vous. Vous veniez à l'usine avec Gauthier. Il vous installait dans son bureau avec une calculatrice et une pile de factures. Vous vous en souvenez? Bien sûr que je m'en souviens. Gauthier parlait de vous tout le temps. Il disait que vous aviez la bosse des affaires. Il disait que c'était vous qui devriez diriger les choses un jour. Il a fait une pause. J'ai été vraiment désolé d'apprendre comment les choses se sont passées après son décès. La façon dont ils vous ont traité ne me semblait pas juste. Ma gorge s'est serrée. Monsieur Lemoine, je vous appelle parce que j'aimerais acheter vos actions dans Dubois Industriel. À la juste valeur marchande basée sur les finances actuelles. Pourquoi voudriez-vous des actions dans ce gâchis? L'entreprise périclite depuis des années. Votre frère ne sait pas ce qu'il fait et votre père ne veut pas l'admettre. C'est exactement pour ça que je les veux. J'aimerais réparer ce qu'ils ont cassé. Silence à l'autre bout du fil, puis un petit rire sec. Gauthier a toujours dit que vous reviendriez pour ça. Que vous trouveriez un moyen. Encore du silence. Je vendrai, mais pas pour l'argent. Parce que votre grand-père aurait voulu que vous les ayez. Les papiers ont été signés et notariés en une semaine. Les 4,2% d'Henri Lemoine sont devenus miens. De fait, il en restait beaucoup d'autres. Au cours des 18 mois suivants, j'ai passé 47 coups de fil à des actionnaires dispersés des solutions industrielles Dubois. Une veuve auvergnate nommée Martine a pleuré quand je l'ai appelée. Son mari avait été l'un des partenaires originels de Papy, il avait investi 15 000 € en 1962, alors que l'entreprise n'était qu'une idée. Cet investissement était devenu 3,7% de l'entreprise. Mon mari a toujours dit que Gauthier était l'homme le plus honnête qu'il ait jamais connu, m'a-t-elle dit. Il serait tellement déçu de voir ce qui s'est passé. Un cousin que je n'avais jamais rencontré, Dominique Dubois, le fils du frère de mon grand-père, a éclaté de rire quand j'ai mentionné Étienne. Ce garçon ne pourrait même pas tenir un stand de limonade. J'ai assisté à 3 réunions du conseil d'administration au cours des 10 dernières années, et à chaque fois, il dit quelque chose qui me fait grincer des dents. Dominique possédait 2,1%. Il a cédé ses parts sans hésiter. Une comptable à la retraite nommée Patricia Royer avait travaillé chez Dubois Industriel pendant 29 ans. Elle possédait 1,8% grâce à un plan d'achat d'actions pour les employés. Votre grand-père était le meilleur patron que j'ai jamais eu, a-t-elle dit. Votre père ne l'est pas et votre frère est pire. Un par un, ils ont signé, discrètement, en privé. Pas d'annonce, pas de fanfare, juste des documents juridiques, des virements bancaires et l'accumulation progressive du pouvoir. Chaque transaction était gérée par l'équipe de Valérie Perrin. Chaque signature était notariée par un notaire assermenté. Chaque transfert d'actions était correctement enregistré auprès de l'agent de transfert de la société, une exigence qui signifiait que ma participation était techniquement visible dans les registres de l'entreprise. Si quelqu'un s'était donné la peine de regarder, personne ne l'a fait. Mon père était trop occupé à essayer de sauver un navire en perdition. Mon frère était trop occupé à s'attribuer le mérite du travail des autres. Et le reste du conseil d'administration était trop occupé à couvrir ses propres arrières pour remarquer que la structure de l'actionnariat de l'entreprise était en train de changer fondamentalement sous leurs pieds. En novembre, je possédais 44,3%. Il me fallait 50,1% et je savais exactement où les trouver. Raymond Cartier était l'ami le plus proche de mon grand-père. Ils s'étaient rencontrés pendant la guerre d'Algérie, avaient lancé Dubois Industriel ensemble dans un garage loué en 1959, l'avait transformé en un empire industriel grâce à 40 ans de partenariat et de confiance. À la mort de Papy, Raymond s'était retiré de la gestion active de l'entreprise. Il avait 87 ans maintenant, vivait dans une résidence pour personnes âgées en Bretagne, mais son esprit était plus vif que jamais. Il possédait 7,1% des actions de Dubois Industriel qu'il avait gardées en souvenir de son ami, pas comme un investissement. J'ai pris l'avion pour la Bretagne la semaine avant Noël.
Je me suis assise avec Raymond dans son petit appartement, entouré de photos de sa vie, de sa défunte femme, de ses enfants, de ses petits-enfants, et dans un coin, une photo jaunie de deux jeunes hommes devant un garage avec une pancarte peinte à la main, fabrication du bois Cartier. Vous lui ressemblez tellement, m'a dit Raymond en me voyant. À Gauthier, je veux dire. Les mêmes yeux, la même mâchoire obstinée. J'ai besoin de votre aide, monsieur Cartier. Appelez-moi Raymond. Votre grand-père le faisait. Raymond, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai besoin d'acheter vos actions. J'essaie de prendre le contrôle de l'entreprise avant que mon père et mon frère ne la détruisent complètement. Raymond m'a étudié pendant un long moment. Puis il a ouvert le tiroir de son bureau et en a sorti un dossier, vieux, jauni, tenu par un élastique. Gauthier m'a donné ça 6 mois avant de mourir. Il m'a dit de le garder jusqu'à ce que quelqu'un de digne se présente. Il m'a tendu le dossier. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite datée d'il y a 23 ans. L'écriture de mon grand-père. Raymond, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et tu te demandes probablement quoi faire de tes actions. J'ai le sentiment que les choses ne vont pas se passer comme je l'espérais après ma mort. Richard n'a pas la vision, et Étienne n'a pas le caractère, mais Chloé, oui. Elle a les deux. Si jamais elle vient te voir, et je crois qu'elle le fera, donne-lui tout ce dont elle a besoin. C'est elle qui devrait diriger cette entreprise. Elle l'a toujours été. Ton ami, Gauthier. Mes mains tremblaient quand j'ai fini de lire. 23 ans. Mon grand-père avait vu venir ça il y a 23 ans. Raymond a fait glisser les documents de transfert d'actions sur la table. Il les avait déjà fait préparer. Je vous attends depuis longtemps, Chloé. Ne me faites pas regretter cette décision. La semaine avant Noël, je me suis assise dans mon appartement à Paris et j'ai refait les calculs une dernière fois. Henri Lemoine, 4,2%. Martine, 3,7%. Dominique Dubois, 2,1%. Patricia Royer, 1,8%. 17 autres actionnaires, 32,4%. Raymond Cartier, 7,1%. Total, 51,3%. Participation de contrôle. Majorité au capital. Autorité légale pour nommer et révoquer le PDG, approuver ou rejeter les décisions commerciales majeures et remodeler fondamentalement l'orientation de l'entreprise. Je possédais les solutions industrielles du bois et personne dans ma famille n'en avait la moindre idée. J'ai appelé Valérie Perrin ce soir-là. C'est fait. J'ai besoin de vous au dîner de Noël. Vous voulez que je signifie des papiers pendant une fête de famille. Je veux que vous soyez là en tant que témoin et pour répondre à toutes les questions juridiques qui pourraient survenir. Valérie Harry. Ce sera soit le moment le plus satisfaisant de votre carrière, soit un désastre complet. Peut-être les deux. Le dîner de Noël avait lieu chez mes parents. La même maison où j'avais grandi, la même salle à manger où mon père avait annoncé il y a 23 ans que je n'hériterais jamais de rien. Je suis arrivé à 14 heures avec une bouteille de vin et mon sac en bandoulière en cuir. Valérie Perrin est arrivée séparément, présentée à mes parents confus comme une collègue de Paris qui n'avait pas de projets familiaux pour les fêtes. Le repas était le chaos familial habituel. Des enfants qui couraient partout, des tantes qui potinaient dans les coins, des oncles qui se disputaient à propos du football, ma mère qui s'affairait autour de la dinde, mon père qui tenait salon sur les défis commerciaux, en évitant soigneusement de mentionner à quel point les choses allaient mal en réalité. Étienne était en grande forme, portant un nouveau costume qu'il avait clairement acheté pour l'occasion, laissant échapper des allusions toute l'après-midi sur de grandes annonces à venir et des changements passionnants pour l'entreprise. J'ai attendu. L'annonce est arrivée entre le plat principal et le dessert. Mon père s'est levé le premier, tapotant son verre avec une cuillère pour attirer l'attention de tous. J'ai quelque chose d'important à partager avec vous tous. Après 40 ans à bâtir du bois industriel, j'ai décidé qu'il était temps de passer le flambeau à la nouvelle génération. Murmures approbateurs des parents assemblés. C'est donc avec grand plaisir que j'annonce qu'à compter du 1er janvier, je céderai mes actions et mon poste de PDG à mon fils, Étienne. C'est alors qu'Étienne s'est levé, le verre levé, la couronne descendant. Maman et papa ont officiellement décidé de me céder l'entreprise. La petite sœur n'aura rien. La pièce a éclaté en applaudissements. J'ai posé mon verre de vin. Papa, je leur dis maintenant où tu t'en charges. Étienne a déchiré l'enveloppe avec son arrogance caractéristique, s'attendant à quelque chose de trivial, une plainte, une protestation,
rien qui n'aurait vraiment d'importance. Puis il a commencé à lire. J'ai regardé son visage passer par la confusion, l'incrédulité, puis une horreur naissante qui s'est répandue comme de l'encre dans l'eau. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? L'entreprise ne t'est pas cédée, ai-je dit en me levant lentement. Parce que papa ne possède pas assez d'actions pour céder quoi que ce soit. J'ai fait le tour de la table, distribuant des documents au fur et à mesure. Des accords de transfert d'actions, des certificats de propriété notariés, une ventilation complète de la structure actuelle de l'actionnariat de l'entreprise. Papy n'a jamais consolidé la propriété de Dubois Industriel. À sa mort, les actions ont été distribuées à des dizaines de personnes, des employés à la retraite, d'anciens partenaires, des membres de la famille, des fiducies caritatives. Papa contrôle 31%. C'est loin d'être suffisant pour le genre de transfert unilatéral qu'il vient d'annoncer. Le visage de mon père était devenu pâle. Ces actions sont dispersées, impossibles à rassembler. Nous fonctionnons comme des propriétaires majoritaires depuis 20 ans. Oui, fonctionnant mais pas possédant. Il y a une différence. J'ai sorti le dernier document. Depuis la semaine dernière, je possède 51,3% des solutions industrielles Dubois. Je suis l'actionnaire majoritaire. Légalement, je contrôle l'entreprise. Silence de mort. Quelqu'un a fait tomber une fourchette. Un enfant a posé une question et a été immédiatement réduit au silence. La main de ma mère était pressée contre sa poitrine comme si elle avait du mal à respirer. Valérie s'est levée de son siège. Je suis Valérie Perrin, avocate d'affaires chez Gide Loirette Nouel. Je conseille mademoiselle Dubois sur cette acquisition depuis 18 mois. Chaque transaction a été correctement documentée, notariée et enregistrée. Le transfert de propriété est juridiquement inattaquable. Étienne a reculé en trébuchant, renversant sa chaise. C'est de la fraude. Tu ne peux pas simplement. Ce n'est pas de la fraude, a déclaré calmement Valérie. C'est une acquisition légitime d'actions auprès de vendeurs consentant à la juste valeur marchande. Chaque actionnaire que mademoiselle Dubois a approché a choisi de vendre volontairement. Beaucoup d'entre eux étaient d'ailleurs très enthousiastes. Ils ont été trompés. Ils ont été manipulés. J'ai des conversations téléphoniques enregistrées avec chaque actionnaire, ai-je dit, chacun expliquant exactement pourquoi ils voulaient vendre. Voudrais-tu entendre ce qu'ils ont dit de ton leadership, Étienne? Il s'est tu. Mon père a finalement parlé, la voix tremblante. Chloé, c'est ridicule. L'entreprise est à moi. Je l'ai construite. Papy l'a construite, les jeux interrompus. Tu en as hérité, et tu la mènes à la ruine depuis 20 ans. Chiffre d'affaires en baisse de 34% depuis que tu as pris les rênes. Part de marché réduite de moitié. Des niveaux d'endettement qui feraient fuir n'importe quel investisseur. Tu n'as rien construit, papa. Tu as juste géré la lente destruction de tout ce que papy a créé. Comment oses-tu? Comment j'ose? Quelque chose en moi a craqué. 23 ans à être méprisé, ignoré, effacé. Tout est sorti d'un coup. Comment oses-tu? Tu m'as dit quand j'avais 12 ans que je ne comptais pas, que je ne ferais jamais partie de cette entreprise, que je devais juste grandir, me marier et être la femme de quelqu'un parce que c'était tout ce pourquoi j'étais doué. J'ai sorti la lettre de papy, celle que Raymond m'avait donnée. Je l'ai tendue à mon père. Papy n'était pas d'accord. Il a écrit ça il y a 23 ans, prédisant exactement ce qui allait se passer. Il savait que tu n'avais pas la vision. Il savait qu'Étienne n'avait pas le caractère. Et il savait que c'était moi qui devais diriger les choses. Mon père a lu la lettre. Ses mains tremblaient au moment où il a terminé. Ça ne prouve rien. Ça prouve que l'homme qui a construit cette entreprise croyait en moi. Ça prouve que tu as menti à tout le monde, y compris à toi-même, pendant 2 décennies. J'ai repris la lettre. La réunion du conseil d'administration est prévue pour lundi. Je présenterai mes documents de propriété et je demanderai un vote pour révoquer le PDG actuel. C'est-à-dire toi, papa. Tu es dehors. Ma mère s'est mise à pleurer. Mes tantes et oncles étaient assis, figés sur leurs chaises. Les cousins échangeaient des regards choqués. Étienne a finalement retrouvé sa voix. Tu ne peux pas faire ça. Cette entreprise est censée être à moi. Je me suis préparé toute ma vie. Tu as glandé toute ta vie, ai-je dit.
Chaque idée que tu as présentée a été volée à quelqu'un d'autre. Chaque succès que tu as revendiqué a été gagné par d'autres personnes. Tu ne pourrais pas tenir un stand de limonade sans que papa te tienne la main. Et tout le monde dans cette pièce le sait. Ce n'est pas la proposition de réduction des coûts de 2008? Celle qui a permis à l'entreprise d'économiser 2,3 millions d'euros? C'était la mienne. Papa me l'a prise et te l'a donnée. Le pivot marketing de 2015 qui a ouvert les marchés asiatiques? Mon analyse, ma stratégie, ton nom dessus. Le plan de restructuration qui vous a évité la faillite en 2019? Je l'ai envoyé à papa anonymement par l'intermédiaire d'un consultant en affaires. Il n'a jamais su que c'était moi. Silence. Tout ce que tu as accompli a été construit sur mon travail, Étienne. Tout. Et maintenant, je reprends ce qui a toujours dû être à moi. J'ai pris mon verre de vin, j'ai bu une lente gorgée, j'ai souri. Joyeux Noël à tous. La réunion du conseil d'administration du lundi a été brève. J'ai présenté mes documents de propriété. Valérie a expliqué les implications juridiques au conseil. Mon père a tenté de s'opposer, a tenté d'invoquer des vices de procédure, a tenté tout ce qui lui passait par la tête. Le vote a été de 7 contre 2 en faveur de sa révocation en tant que PDG. Les seuls votes dissidents étaient le sien et celui d'Étienne. J'ai été nommé PDG par intérim avec effet immédiat. Mon premier acte a été de licencier Étienne. Pas par dépit. Enfin, pas entièrement par dépit, mais parce qu'il n'était véritablement qualifié pour aucun poste à responsabilité. Je lui ai offert une indemnité de départ plus généreuse qu'il ne le méritait, 6 mois de salaire, le maintien des avantages sociaux, une référence positive s'il voulait trouver du travail ailleurs. Il ne l'a pas bien pris. Tu ne peux pas me virer. C'est mon droit de naissance. Cette entreprise porte mon nom. Elle porte notre nom, ai-je corrigé. Et les solutions industrielles du bois vont survivre parce que je vais les sauver. Chose que tu n'as jamais été capable de faire. Il est sorti en trombe. Je ne lui ai pas parlé depuis. Sauver l'entreprise a pris 3 ans. J'ai fait appel à Marc Lecomte, un spécialiste du redressement d'entreprise avec 27 ans d'expérience dans l'industrie manufacturière, pour aider à restructurer les opérations. Nous avons réduit les coûts, modernisé les équipements, renégocié les contrats avec les fournisseurs. Nous nous sommes concentrés sur nos compétences clés et avons cédé les divisions non performantes. J'ai embauché Sophie Martin, sans lien de parenté avec mon avocate, comme directrice financière. Elle avait été directrice financière d'une entreprise du CAC 40 avant de prendre sa retraite, et elle est sortie de sa retraite spécifiquement parce qu'elle aimait l'histoire de ce que je faisais. Nous avons fait entrer du sang neuf à tous les niveaux, promu des talents internes qui avaient été négligés pendant des années, créé de véritables parcours d'avancement qui ne dépendaient pas des relations familiales. La 2e année, nous étions de nouveau rentables. La 3e année, nous étions en croissance, chiffre d'affaires en hausse de 23%, part de marché en reprise, lancement de nouvelles lignes de produits. L'entreprise que mon grand-père avait bâtie devenait enfin ce qu'elle aurait toujours dû être. Mes parents ne se sont jamais excusés. Ma mère appelle de temps en temps, parle de la pluie et du beau temps, ne mentionne jamais l'entreprise ou ce qui s'est passé. Mon père n'appelle pas du tout. J'entends par des parents qu'il passe ses journées à jouer au golf et à raconter à qui veut l'entendre comment sa fille ingrate lui a volé son héritage. Il ne comprend pas que ce n'était jamais son héritage à donner. Étienne a déménagé à Marseille, a pris un poste de directeur des ventes dans une concession automobile. Sa femme l'a quitté 6 mois après son licenciement. Il s'est avéré qu'elle l'avait épousé pour l'argent et le nom de famille, pas pour sa personnalité attachante. Aux dernières nouvelles, il est fiancé à quelqu'un de nouveau, lui racontant probablement des histoires sur l'empire dont il était censé hériter. Les parents qui ont applaudi à Noël se sont divisés en 2 camps. Certains d'entre eux m'ont contacté, se sont excusés de la façon dont ils m'avaient traité, ont voulu renouer le contact. D'autres m'ont complètement coupé de leur vie, fidèles à la version des événements de mes parents. Je suis d'accord avec les deux. On apprend qui sont vraiment les gens quand le pouvoir change de main. Raymond Cartier est décédé l'année dernière à 91 ans. J'ai pris l'avion pour la Bretagne pour ses funérailles. Je me suis assise au premier rang, j'ai prononcé un éloge funèbre sur son partenariat avec mon grand-père et sa foi en moi. Sa fille m'a approché après. Papa parlait de vous tout le temps dans ces derniers mois. Il disait que vous donner ses actions était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Il m'a donné plus que des actions, ai-je dit.
Il m'a donné la permission de croire que j'en valais la peine. Elle m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une photographie jaunie, celle de l'appartement de Raymond. 2 jeunes hommes devant un garage. Au dos, de l'écriture de mon grand-père, le début de tout, 1959. Je l'ai encadré sur mon bureau maintenant, à côté de la lettre de mon grand-père. Le mois dernier, j'ai été nommé sur la liste des 50 femmes de plus de 50 ans de Forbes. Des chefs d'entreprise qui ont connu un succès significatif plus tard dans la vie. L'article m'a qualifié de femme qui a repris son droit de naissance par la patience, la stratégie et une foi inébranlable en sa propre valeur. Un journaliste m'a demandé ce que je dirais aux jeunes femmes qui se sentent négligées dans leur famille ou leur carrière. N'attendez pas la permission, lui ai-je dit. N'attendez pas que quelqu'un vous donne une place à la table. Développez vos propres compétences, votre propre expertise, votre propre influence. Et quand le moment sera venu, quand vous aurez le pouvoir de changer les choses, n'hésitez pas. Prenez ce qui vous revient. L'article est devenu viral. J'ai reçu des milliers de messages de femmes qui avaient vécu quelque chose de similaire. À qui on avait dit qu'elles n'étaient pas assez bonnes, assez intelligentes, assez masculines pour réussir, à qui on avait dit de rester à leur place pendant que des frères et des fils moins qualifiés se voyaient offrir des opportunités qu'ils n'avaient pas méritées. Je n'ai pas pu répondre à toutes, mais j'ai lu chacune d'entre elles. Étienne m'a envoyé un SMS la semaine dernière pour la première fois en 3 ans. J'ai besoin d'argent. La concession m'a viré. On peut parler? Je n'ai pas répondu. Certains pourraient appeler ça de la mesquinerie. Peut-être que ça l'est. Mais j'ai passé 23 ans à regarder ma famille me prendre mes idées, mon travail, ma place dans le monde. Ils ne m'ont pas seulement négligé. Ils m'ont activement mis à l'écart, se sont moqués de mes ambitions, m'ont traité comme si je ne comptais pas. Et quand je me suis enfin défendu, quand j'ai enfin revendiqué ce qui aurait dû être à moi, ils ont agi comme si j'étais la méchante. J'ai fini de m'excuser d'avoir gagné. J'ai fini de me sentir coupable d'avoir réussi. Et j'ai définitivement fini de secourir les gens qui ont passé des décennies à essayer de me détruire. Chaque Noël maintenant, j'organise un dîner dans mon appartement à Paris. Pas la famille. Pas la famille dans laquelle je suis né, en tout cas, mais la famille que je me suis construite. Valérie Perrin, Marc Lecomte, Sophie Martin, l'équipe de direction de Dubois Industriel. Des amis qui ont cru en moi quand mes propres parents ne le faisaient pas. Nous mangeons de la dinde, partageons notre gratitude et portons un toast aux choses qui comptent. Le travail acharné, la loyauté, les gens qui sont là quand ça compte. Et chaque année, je lève mon verre et je porte le même toast. À Papy Gauthier, qui savait que je retrouverais mon chemin. Et à tous ceux qui m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver, merci pour la motivation. La pièce rit. Nous buvons. La nuit continue. Mais parfois, tard dans la nuit, quand tout le monde est parti et que je suis seul dans mon appartement avec vue sur la ville, je pense à cette fille de 12 ans assise dans le salon de son père, à qui on dit qu'elle ne fera jamais partie de l'héritage familial. J'aimerais pouvoir remonter le temps et lui dire ce qui allait arriver. Lui dire que la douleur était temporaire, mais que la détermination durerait éternellement. Lui dire que les gens qui la méprisaient la verraient un jour prendre tout ce qu'ils pensaient leur appartenir. J'aimerais pouvoir lui dire qu'elle allait gagner. Mais peut-être qu'elle le savait déjà. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a jamais abandonné. Mon frère s'est levé au dîner de Noël et a annoncé qu'il allait tout avoir. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai changé la fin. Certaines histoires s'écrivent d'elles-mêmes. Pour d'autres, il faut se battre pour chaque mot. Celle-ci m'a pris 23 ans à finir.